Alice Madness Returns est un jeu d'action réinterprétant les aventures d'Alice au Pays des Merveilles avec une esthétique gothique. Il s'agit de la suite de American McGee's Alice, sortie sur PC en l'an 2000. Dans ces titres, le Pays des Merveilles, monde et subconscient d'Alice, fut perverti par le traumatisme de la mort de sa famille quand elle était plus jeune. Alice Madness Returns n'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais il emprunte des tropes à ce genre noble. Loin d'être anecdotique, ces éléments esthétiques et narratifs servent les thèmes du jeu et l'empathie qu'on peut éprouver pour son héroïne. Alors, que nous raconte l'horreur dissimulée dans les couloirs hallucinés de ce jeu ? Nous allons le voir dès maintenant. Bienvenue sur Psyché Ludique. Dans Alice Madness Returns, on incarne Alice Liddell dans deux espaces différents. Les rues de Londres victorien et le Pays des Merveilles. Plus sombre que dans les versions de Disney, ici, l'univers est éthéré et tourmenté. Les chapitres qui divisent le jeu offrent chacun des environnements différents en termes de ton et de couleurs. Mais les créatures de ce monde onirique sont beaucoup plus menaçants et difformes que les personnages du livre de Lewis Carroll. Dans le Pays des Merveilles, l'horreur se manifeste à travers le design des monstres du jeu, ou pour le dire plus justement, les ennemis semblent tout droit sortis d'un jeu d'horreur. Par exemple, les Cards sont des zombies. Leur lieutenant, le bourreau, me fait un peu plus penser au Némésis de Resident Evil 3, avec ses dents dehors et son excroissance tentaculaire qui traverse son corps. Lui aussi poursuit le personnage principal en étant invincible dans des simili-séquences de course-poursuite. Et il y a surtout les ruines, les ennemis les plus répandus du jeu, qui ne sont pas cantonnés à un unique chapitre et qui s'insinuent ça et là dans l'espace mental d'Alice. Selon l'artbook officiel, leur design est inspiré du sans-visage du voyage de Chihiro. Ce sont des masses informes noires, suintantes, arborant des visages et des membres de poupées. Ce motif de la poupée est lourd de sens, surtout dans un jeu détournant un univers considéré comme enfantin. C'est un motif récurrent. L'un des très nombreux univers visités est constitué de maisons de poupées imbriquées, et même de poupons géants, plus ou moins dénudés. Des portes et des tunnels s'ouvrent entre leurs jambes ou à travers leurs têtes, distillant le malaise. Il y aurait beaucoup à dire sur le motif de la poupée dans l'esthétique horrifique. On peut citer la saga des films Chucky, sortis à la fin des années 80, ou dans un autre registre, la poupée de Hans Belmer, qui a directement inspiré ces créatures de Silent Hill 2. La poupée, ce jouet nostalgique, devient un tout autre symbole. La perversion de l'enfance, l'objectification de la femme et la déshumanisation. Des sous-entendus puissants dans une œuvre horrifique. Dans l'histoire de la psychologie, le lien entre le sentiment de malaise et le motif de la poupée est beaucoup plus vieux. Ernst Jentsch, et je m'excuse de la prononciation, un psychiatre allemand a écrit un article sur la psychologie de l'étrangeté en 1906, écrit qui a influencé les travaux de Sigmund Freud sur l'inquiétante étrangeté. Un concept analogue, bien que sans lien de parenté, apparaîtra bien des années plus tard au Japon, la vallée dérangeante. Ce moment où les robots humanoïdes devenaient bien plus réalistes et attrayants, mais où la moindre imperfection nous ramenait brutalement à leur statut d'être artificiel. On reviendra sur cette chaîne sur les études et les essais sur la vallée dérangeante. Mais pour cet épisode, je préfère revenir à l'article de 1906. Dans son article, Ernst Jentsch ne cherche pas à définir l'essence de ce sentiment d'étrangeté. Il invite plutôt à ce que nous nous concentrions sur les incertitudes psychologiques qui font naître ce sentiment. Quand la frontière devient ténue entre le familier et l'altérité, quand la fascination mêlée de peur s'invite. Jentsch mentionne une incertitude en particulier, l'impression, même momentanée, qu'un être vivant pourrait être un objet et inversement qu'un objet inanimé pourrait avoir une âme. Évidemment, la popularité des poupées à forme humaine et l'amusement que nous en tirons vient en partie du fait qu'elles ressemblent à des humains. Et il y a une tendance à nous laisser absorber quand nous nous engageons dans un jeu imaginatif avec des poupées et des marionnettes. Une tendance à suspendre notre incrédulité. Les objets de fiction peuvent être vécus comme réels et dotés d'une vie artificielle. C'est le principe du jeu de brouiller cette frontière, et d'ordinaire, cela ne provoque pas un sentiment d'étrangeté. Mais si la frontière s'estompe indépendamment de notre volonté, si cette réalité empiète sur notre propre réalité matérielle, le jouet à forme humaine devient une menace. Et je ne prends pas cet exemple pour forcer l'argumentaire. Il faisait déjà partie de la discussion. Dans son article de 1906, le psychiatre allemand réfléchissait sur les automates et les poupées.
bien que pour lui ces dernières soient trop petites et trop familières pour provoquer le sentiment d'étrangeté. Mais personnellement, ayant toujours trouvé les poupées de bébés dérangeantes, je ne suis pas de son avis. Et quand on voit l'évolution technologique dont ces jouets ont bénéficié, il y a matière à débattre sur leur caractère perturbant et réaliste. Alice Madness Returns puise indirectement dans cet héritage autour du motif de la poupée pour insuffler une touche d'angoisse à ces créatures. Néanmoins, comme on est dans un jeu d'action, limite un beat'em all, les ennemis ont beau avoir une apparence très dérangeante, on ne se sent pas vulnérable face à eux. C'est important de retenir ce point pour le reste de l'analyse. On verra plus tard la signification que le scénario donne à ce symbole, mais avant cela, il nous faut basculer de l'autre côté du miroir pour nous réveiller dans les rues de Londres et découvrir ce que la réalité a d'effrayant à offrir. L'histoire d'Alice Madness Returns se situe dans un contexte historique propice à l'horreur, Londres aux alentours de 1875. Le jeu réitère un imaginaire de danger pour un personnage féminin jeune et seul, un Londres victorien aux ruelles étroites et aux couleurs sombres, où différents dangers menacent notre personnage. À cela s'ajoute la prédominance de la solitude et de l'isolement, qui sont des traits du gothique au XIXe siècle. Alice est seule narrativement. Sa famille a été décimée dans un incendie, mais elle est aussi rejetée par les orphelins de Round Stitch. Chouchou du docteur, elle est bonne pour l'asile. Je mange mon chapeau si elle est saine. Les alliés, ses alliés, se révèlent souvent peu dignes de confiance, comme l'avocat Radcliffe, l'infirmière Pris ou le chapelier. Seule la prostituée, qu'on appelle nourrice, s'avère être solidaire avec Alice, une solidarité sans contrepartie. Mais le ressort horrifique le plus évocateur dans ces passages dans le monde réel est la représentation de l'aliénisme et de la psychiatrie. Suite à la fin du précédent jeu, Alice a pu quitter l'asile de Rutledge, mais plus elle se met à chercher la vérité sur l'incendie de son enfance, plus les autres personnages souhaitent de nouveau l'interner. Le spectre de l'aliénisme et de la psychiatrie plane sur le jeu. Il faut savoir que tout au long du 19e et au début du 20e siècle, l'aliénisme, puis la psychiatrie, sont des disciplines qui cherchent une certaine légitimité dans le domaine médical. Si durant cette période de nombreuses avancées sur la compréhension du fonctionnement du cerveau sont réalisées, de nombreuses théories scientifiques et pseudo-scientifiques émergent et de nombreuses expériences sur les patients et les patientes sont réalisées. Dans Alice Madness Returns, le passage à l'asile de Rutledge exploite les différents traitements qu'un patient ou qu'une patiente pouvait endurer à la fin du 19e siècle, tels que la trépanation, une technique relevant de la psychochirurgie. Soit dit en passant, elle pouvait être utilisée bien avant cette époque. On retrouve des traces de la trépanation depuis le néolithique. Au 19e siècle, elle était préconisée dans le cas de folie ordinaire. Autrement dit, elle pouvait ne pas être associée à un trouble en particulier. D'autres thérapies sont montrées dans cette séquence, la claustration, la contention et l'évacuation sanguine. Les sangsues ne semblaient plus être réellement utilisées à la fin du 19e siècle, l'évacuation sanguine se faisant plutôt avec des lancettes ou un petit scalpel. Elle était souvent prescrite en cas d'apathie, mais l'excès de cette évacuation sanguine rendait justement les patients et les patientes apathiques. Leur présence anachronique servirait ici à mettre l'emphase sur la cruauté que subit notre héroïne. Le caractère horrifique de cette séquence se matérialise par plusieurs choses. Tout d'abord des flashbacks, qui sont assez graphiques, voire même gore, qui sont déclenchés à chaque changement de pièce. Mais également, le caractère horrifique se retrouve dans le fait qu'Alice soit attachée par une camisole de force, elle n'est plus libre de ses mouvements et oblige le joueur, la joueuse, à avancer sans pouvoir se défendre et finalement à subir les événements. Nous sommes presque dans un train fantôme, aucune fuite n'est possible, nous ne pouvons pas mourir et encore moins combattre. La contention est un trope récurrent dans les représentations culturelles de la psychiatrie, qui puise son inspiration dans l'histoire. Ici, bien que la séquence soit courte, la manière d'entraver le joueur et la joueuse, aussi bien qu'Alice, peut être perçue comme une critique de cette contention en psychiatrie, contention qui peut être encore utilisée aujourd'hui. Il y a également un discours critique envers les traitements médicaux et le personnel soignant. Une des infirmières dans le passage de l'asile prend plaisir à se montrer cruelle. Certains états mentaux exigent la pratique de la saignée. Le docteur ne pense pas que ce soit nécessaire pour vous. Mais je suis au bout du rouleau, et ces sangsues ont soif.
Nous placer dans cette séquence anxiogène et nous faire vivre une violence institutionnelle comme celle-ci nous rappelle qu'Alice est triplement victime. Elle est oppressée par le pouvoir médical et patriarcal parce qu'elle est patiente, jeune et femme. Sa parole et son autonomie n'ont plus aucune valeur au sein de l'institution. Elle est non seulement victime institutionnellement, mais aussi silenciée lorsqu'elle veut dénoncer les maltraitances et le trafic sexuel des orphelins. Vraiment? Une femme hystérique, anciennement internée, vociférant des accusations à l'encontre d'un scientifique et philanthrope réputé? Grand Dieu, Alice, qui va t'écouter? J'ai moi-même du mal à y croire. Cette représentation de l'aliénisme comme moyen de faire taire et d'asseoir son pouvoir ne tient pas de la pure fiction d'ailleurs. En 1860, Elizabeth Packard a été faite interner par son mari seulement parce qu'elle avait une opinion différente de la sienne sur la religion et l'éducation et qu'elle lui tenait tête. Les femmes qui échappaient à tout contrôle domestique, qui étaient ambitieuses et affirmées, étaient considérées comme malades mentalement par la société. À la même époque, Nellie Bly, une journaliste américaine, dénonce les conditions inacceptables des patients du Blackwell Island Hospital grâce à son reportage clandestin. Ces violences institutionnelles, couplées au double standard dans le traitement des patients en fonction de leur genre, faisaient des asiles des milieux où se perpétuait l'oppression des femmes. Ce qui est intéressant dans Alice Madness Return est justement que les rapports de domination seront présentés sous forme d'un jeu clairement fictionnel. Le docteur Bumby, comme tout représentant d'une classe dominante, veut le statu quo, c'est-à-dire que rien ne change et qu'il puisse continuer à exploiter les enfants de l'orphelinat de Roundstitch. Le docteur Bumby est la source des souffrances d'Alice. Il est l'auteur de l'incendie qui tua la famille d'Alice. Il incendie la maison après avoir agressé Lizzie, la grande sœur d'Alice. La manipulation de l'oubli et de la mémoire sont des moyens de contrôle et de pouvoir pour le psychiatre. Par son expertise, il a la main mise sur Alice et ses souvenirs de l'incendie, des souvenirs qu'il essaye d'effacer. On touche du doigt toute l'ambivalence d'Alice Madness Returns. Il nous fait éprouver l'ostracisme et l'oppression d'Alice d'un côté, et de l'autre, sa lutte et sa quête de vérité. On alterne dans le jeu entre son statut de victime opprimée et de combattante résiliente. L'enjeu de la trame est de découvrir la vérité derrière l'incendie, mais l'enjeu, c'est aussi et surtout l'autonomie du corps et de l'esprit de notre héroïne. D'où les multiples transformations physiques de notre avatar et le body horror de la fin du chapitre 4, d'où le motif de la poupée et le design du dollmaker, la représentation fantasmée du Dr Bumby qui exploite et avilit des enfants. Les niveaux dans les rues de Londres nous offrent moins de possibilités d'interaction, quand on peut librement se mouvoir dans le pays des merveilles. Alice joue à armes égales contre ses ennemis là-bas. Cette opposition fonctionne, car le jeu, par ses ressorts horrifiques, appuie sur la vulnérabilité d'Alice dans le monde réel et le caractère glauque de cette histoire, mais de par sa nature de jeu d'action et le fantasme de puissance qu'il délivre, il nous propose une lutte cathartique. Oui, ça a du sens que le jeu ait des emprunts horrifiques sans nous faire peur la majorité du temps. C'est une horreur à exorciser, un mal à combattre pour le repousser hors de l'esprit de notre héroïne. Alice retrouve son agentivité dans son aventure dans le pays des merveilles, et cela lui permet d'affronter la réalité, plus horrible. C'est le même propos que dans le premier jeu, remis au goût du jour dans un nouvel écrin. Par exemple, en termes de narration dans cette suite, on est encouragé à explorer les environnements pour trouver des souvenirs optionnels à raviver. Ce sont des audiologues collectables qui rejouent des brides de conversation qu'Alice a autrefois entendues, parfois même qui se sont produits avant son internement. Nous te laissons une lumière, Alice, une veilleuse pour la nuit. Mais elle reste à l'étage, et seulement jusqu'à ce que tu aies 12 ans. Les audiologues collectables sont un procédé narratif qui ont été grandement popularisés par les 2 premiers BioShock au début des années 2010. Mais ils prennent un sens différent dans Alice. L'exploration volontaire par le joueur-la joueuse sert une forme d'émancipation du personnage à qui on demande sans cesse d'oublier et de rester à sa place. Il y a aussi l'ambivalence de l'hystérie dans un sens vidéoludique. Au niveau de la jouabilité, l'hystérie répond à une mécanique de coup de pouce dernier recours ou de mode berserk. En effet, la phase d'hystérie est déclenchée par une barre de santé basse. Elle permet alors de frapper plus fort et d'avoir des frames d'invincibilité. Narrativement, en revanche, ça peut renvoyer à un déclencheur de la folie. L'idée que la folie pourrait être quantifiée dans une jauge, pouvoir se switcher en on ou off. Cette mécanique a été critiquée par plusieurs auteurs-autrices, dont Sarah Stang.
Mais à mon sens, on pourrait aussi éventuellement y percevoir un retournement de stigmate. Nous savons qu'historiquement, l'hystérie est associée négativement aux femmes, avec tout un imaginaire qui a été construit depuis Charcot. Je parle de retournement de stigmate dans le sens où ici, l'hystérie est un super pouvoir, et je prends des pincettes, mais cet effet narratif me paraît tout de même important, dans le sens où le joueur et la joueuse incarnent Alice, et l'hystérie n'est pas utilisée ici pour dénigrer une femme. Le jeu parle des enjeux de pouvoir autour du corps et du psychisme de son héroïne, de l'objectification, de la réduction au corps et au silence. Étant un jeu d'action des années 2010 avec une pointe d'horreur, cet enjeu se traduit par la physicalité et la violence comme moyen de surmonter les obstacles. C'est une approche critiquable, mais cela en fait une œuvre fascinante à analyser. Et pour le coup, l'analyse n'aurait jamais pu voir le jour sans l'apport d'Elisa Vial, doctorante en études sémiotiques à l'Université du Québec à Montréal. Comme à l'accoutumée, on a été synthétique. Si vous souhaitez pousser la réflexion plus loin, toutes les sources qui ont servi à la rédaction de cet épisode sont dans la description. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche. À l'heure où j'écris ces lignes, Alice Asylum, la suite prévue d'Alice Madness Returns, ne verra pas le jour à cause des réticences d'Electronic Arts, le propriétaire de la licence. American McGee a jeté l'éponge après cette décision et ne souhaite plus entendre parler d'Alice. Cette vidéo est en quelque sorte un hommage et un au revoir à ce jeu qui nous a tous les trois marqués à sa sortie. Un petit mot pour la fin, je voulais tout d'abord remercier l'équipe de Psychéludique de m'avoir proposé de participer et de m'avoir donné la chance de parler d'Alice Madness Return. J'aimerais mentionner que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Pour la petite histoire, il s'agit d'un des premiers jeux que j'ai acheté pour moi-même, par moi-même. Donc j'ai un attachement émotionnel particulier avec lui. J'affectionne aussi tout particulièrement l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, ainsi que ses variations, dont fait partie Alice Madness Return.